Bonsoir Pierre Larouturou. Bonsoir. Vous êtes économiste, conseiller régional Europe Écologie Les Verts d'Île-de-France. Vous signez chez Nova Édition un essai intitulé « Pour éviter le krach ultime », préfacé par le prestigieux Stéphane Hessel, l'indigné en chef. On va en parler. Mais d'abord, même si on parle peu de vous, il faut dire pour commencer que vous êtes un peu la vedette du débat qui reprend en ce moment sur les 35 heures, parce que vous avez été en effet un pionnier des premières croisades en France pour la réduction du temps de travail. Votre dada à vous, c'était la semaine de 4 jours, je m'en souviens. Alors vous en remettez une couche dans l'essai dont on parle. Ça veut dire que vous êtes absolument incorrigible alors. C'est pas un dada, c'est juste que le partage actuel du travail est un non-sens. Aujourd'hui en France, donc d'un côté on a ceux qui travaillent plein pot et qui sont à 38 heures. La durée réelle aujourd'hui pour un salarié à temps plein est à 38 heures. Et de l'autre côté, on a 3 millions de chômeurs qui font 0 heure par semaine. Oui, mais on a bien vu que ça ne se partage pas le travail. Et au milieu, eh bien, écoutez, j'étais l'autre jour en Vendée, j'ai vu le patron de Fleury-Michon. L'usine Fleury-Michon travaille 6 jours par semaine, elle est ouverte 6 jours par semaine, mais chaque salarié ne fait que 4 jours. Et ça marche très bien. 2 semaines avant, j'ai vu le délégué du personnel de Maminova. L'usine est ouverte 6 jours par semaine, mais chaque salarié travaille 4 jours. Ils ont créé 200 emplois. 200 emplois en passant à 4 jours et juste en bloquant les salaires pendant 1 an et demi. Ah voilà quand même. Ceux qui disent que le décrochage compétitif de la France remonte précisément à la mise en place des 35 heures ont tort alors ? C'est faux, je crois que vous avez lu mon livre. Il y a une courbe qui montre que le décrochage c'est en 2004, quand l'Allemagne fait Hartz IV et multiplie les petits boulots. Ce qui à court terme est bon pour sa compétitivité, mais j'ai sous les yeux le revenu moyen des Allemands, 260 € par mois. 260 € par mois pour les 10% d'en bas. C'est-à-dire qu'il y a une précarité et une pauvreté en Allemagne. 80%, j'ai les chiffres sous les yeux, 80% des Allemands ont perdu du pouvoir d'achat depuis 10 ans. Oui, mais c'est pour ça qu'ils sont plus compétitifs que nous aujourd'hui. Non, mais attendez, leur croissance moyenne est plus faible que nous. Je ne veux pas vous assommer avec des chiffres. 1,3 de croissance moyenne en Allemagne depuis 15 ans contre 1,7 chez nous. Mais ça va beaucoup mieux par les temps qui courent. Hein. Attendez, j'en ai marre. Moi, j'ai plein d'amis en Allemagne, de la famille. Mais en 2009, tout le monde disait que l'Allemagne était morte. Ils étaient en récession, moins 5%, tout le monde disait l'Allemagne est morte. Depuis 6 mois, on nous explique l'Allemagne, tout va bien. Et puis depuis hier, on s'est rendu compte que hier, l'Allemagne n'est pas arrivée à placer ses bons du Trésor. Elle voulait juste 6 milliards, ce qui est 3 fois rien. Elle n'a pas réussi à le faire. Donc depuis hier, on nous dit de nouveau que l'Allemagne a un problème. Est-ce qu'on peut juste prendre un moment pour réfléchir tranquillement, voir ce qui marche bien et ce qui ne va pas du tout en Allemagne ? Et actuellement, le partage du travail dans tous nos pays est un non-sens. Donc voilà pourquoi il faut un autre partage plus équilibré du travail et de la richesse. Juste un mot quand même encore sur cette histoire du temps de travail. Est-ce que vous pensez que c'est motivant pour une société ? Est-ce que c'est là qu'on va trouver les moyens de rebondir si on dit, en gros, moins j'en fais, mieux je me porte ? Vous proposez qu'on revienne à la semaine de 7 jours ? Est-ce que ça crée des emplois ? Non, mais allons au bout du raisonnement. Oui, on est à 38 heures. Aujourd'hui, on est aujourd'hui à 38 heures de durée moyenne réelle pour ceux qui ont un temps plein. Des millions de gens font 0 heure par semaine et des millions d'hommes et de femmes et beaucoup de femmes galèrent avec des petits boulots. Est-ce que vous trouvez que le partage actuel a du sens ? Moi, quand je rencontre des cadres ou des ouvriers de chez Maminova, ils vous disent qu'on a créé 200 emplois, il y a 200 personnes qui ont un vrai boulot et un vrai salaire et que les gens aussi, les autres ont gagné du temps pour vivre, du temps pour leur vie de famille, du temps pour faire du sport, du temps pour se cultiver. Donc ce partage-là, un partage où si tout le monde passe à 4 jours, on peut créer 1 500 000 emplois. Si toutes les entreprises passaient à 4 jours, on peut créer 1 600 000 emplois. À condition que ça ne coûte pas plus cher aux entreprises. Eh bien, c'est le cas, puisqu'on arrête de payer les cotisations chômage. Vous avez vu qu'il y a des exemples concrets, une auto-école ici, une entreprise informatique là, ça marche déjà dans 400 entreprises. Alors le mot partage, c'est le mot-clé de votre essai, mais pas seulement pour le travail, aussi pour la richesse. Vous expliquez, vous, qu'on en est là aujourd'hui, parce que précisément, il y a eu défaut dans le partage de la richesse créée. Du coup, les plus pauvres ont dû s'endetter pour maintenir leur pouvoir d'achat. C'était cet excès de crédit, en réalité, qui a provoqué les bulles qu'on sait et qui ont fini par nous faire tout plonger. Oui, on voit que la situation est critique. On voit que les États-Unis viennent de passer les 350% du PIB. La dette totale aux États-Unis, 350% du PIB. En Chine, la bulle immobilière est en train d'exploser. La bulle immobilière en Chine est 3 fois plus grosse, presque 3 fois plus que le maximum atteint aux États-Unis. Donc on voit qu'on est dans le délire absolu. Mais la bonne nouvelle, il y a une courbe qui est très impressionnante, on le voit aux États-Unis, jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, il n'y avait pas besoin ni de dette privée, ni de dette publique pour nourrir le système. Ça a marché pendant 30 ans. Oui, c'est les 30 glorieux, c'est la recette. On travaillait beaucoup d'ailleurs à l'époque. Mais c'est parce que depuis, on a fait des gains de productivité. Attendez, tout le monde rend hommage à Steve Jobs, mais personne ne voit les gains de productivité qu'on a avec les robots, les ordinateurs et l'intelligence qu'il y a dans la tête des gens. On a fait plus de productivité depuis 40 ans que sur les 2 siècles précédents. C'est un fait indiscutable. Mais pour revenir, c'est une bonne nouvelle parce que les gens broient du noir aujourd'hui. Et il y a de quoi, parce qu'on est dirigé par des gens qui semblent incompétents, qui gèrent à la petite semaine. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu quand même pendant 30 ans dans tous nos pays
il ne faut pas l'idéaliser, mais une période où il n'y avait pas besoin de fuite en avant, ni de dette privée, ni de dette publique, parce que tout le monde avait un emploi et qu'il y avait des règles pour que les salaires augmentent chaque année comme la productivité. Ça, c'est un peu l'histoire ancienne, mais c'est vrai aussi que ça fait plus de 30 ans que la France n'a pas eu un budget à l'équilibre. Nos États aussi ont vécu à crédit. Est-ce que c'est totalement irresponsable avec le recul ? Oui, c'est une mauvaise solution, mais vous savez comme moi, vous l'avez je crois lu mon livre, que si on annule toutes les baisses d'impôts qu'on a fait depuis 10 ans, on aurait 100 milliards de plus dans les caisses. C'est un député UMP qui l'a publié il y a 1 an. Aujourd'hui, si on annule toutes les baisses d'impôts qu'on a fait pour les plus riches et pour les grandes entreprises, si on revient à la fiscalité qui existait en 2000, et on n'était pas dans un système soviétique et confiscatoire et opprimant, si on revient à la fiscalité qui existait en France, on aurait un budget en petit excédent. Au lieu d'avoir 95 milliards de déficit et de bloquer les allocations familiales, bloquer les retraites, on aurait un petit excédent si on revenait jusqu'à la fiscalité d'il y a 2000. Donc la droite et la gauche ont eu tort de faire autant de baisses d'impôts. Si je vous entends bien, l'échéance 2012, ça sera l'alternative rigueur rose ou rigueur bleue, quoi. Au contraire, ce que je montre, c'est que s'il y a une volonté politique, quand Roosevelt arrive, son pays est complètement déprimé. Il y a 14 millions de chômeurs, l'activité s'est effondrée, et en 3 semaines, Roosevelt change le climat. Il fait passer 15 réformes. Les lois sont votées le matin à la première assemblée, l'après-midi, le soir, elles sont promulguées. Il ferme les banques pendant 1 semaine pour éviter la panique. Il sépare les banques de dépôt et les banques d'affaires pour que les banques ne puissent pas spéculer avec l'argent de tout le monde et pour protéger l'économie réelle. Il sécurise les chômeurs pour pas que les chômeurs tombent dans la pauvreté. Il régule les marchés agricoles. Voilà, en 3 semaines, parce qu'il a un bon diagnostic et parce qu'il agit. Qu'il a du courage. Et qu'il a du courage et qu'il n'est pas aux mains des lobbies. Un des problèmes en France, on n'en parle pas assez, c'est les lobbies financiers. Henri Guénaud qui me raconte que le vrai conseiller du président, c'est Michel Pebro qui vient régulièrement à l'Élysée pour dire que tout va bien. Donc il faut arrêter avec les lobbies, il faut avoir le courage de dire que la solution, c'est la justice sociale. Ce n'est pas l'austérité, c'est la justice sociale. Pour en finir, pourquoi dites-vous crack ultime? C'est celui qui... Il sera beaucoup plus grave que 2008 parce qu'on n'a plus les moyens. Ce qu'on a fait en 2008, on a stoppé l'hémorragie quand Lehman Brothers est tombé. Bush dit je mets 700 milliards sur la table et le calme revient en 3 jours. Mais quand même, le choc a provoqué 80 millions de chômeurs à travers la planète. On a quand même avec un petit choc, on a eu une récession mondiale alors qu'on avait pu mettre 700 milliards pour éteindre l'incendie. Aujourd'hui, M. Obama serait incapable de trouver même 200 milliards s'il le fallait. Donc le prochain choc, si on n'est pas capable de l'éviter, mais je montre qu'on peut l'éviter. Si on avait des dirigeants qui prennent 3 heures pour réfléchir et qui ont un peu de courage, on peut l'éviter. Mais si on ne change pas de politique, le prochain choc peut être beaucoup plus grave que celui de 2008. Merci beaucoup Pierre Larouturou. Merci.